28 septembre, si vous êtes élu au Conseil d'État à Genève, quelle sera votre première action politique? De mettre en place des assemblées citoyennes. On a fait ça depuis 2 ans, ça marche bien, c'est quelque chose qui est mature, ça se fait dans plusieurs pays, et c'est vraiment permettre aux Genevois, aux citoyens en général, mais aux Genevois en particulier, pas seulement de décider, mais de prendre part aussi à la réflexion, et puis d'amener des vraies solutions qui soient durables et qui viennent du terrain. Bonjour Olivier Pahu. Bonjour. Merci d'accepter cette interview pour Essentiel News. Olivier Pahu, vous êtes né à Meyrin en 1972, vous êtes candidat récidiviste, comme vous le dites, au Conseil d'État à Genève, sur la liste 10, Évolution Suisse. Alors, quel est ce parti ou ce mouvement Évolution Suisse? C'est un parti, on ne fait pas de la politique, on fait de la politique, avec un accent aigu sur l'éthique. L'idée, c'est déjà de défendre la Constitution, parce que la Constitution, ça touche tout le monde. La gauche, la droite, tout le monde, ça touche toutes les personnes, l'entier du peuple. Et aussi de remettre la transparence. Ça manque de transparence. On a beaucoup de problèmes de transparence, on l'a vu régulièrement. Donc, c'est d'imposer cette transparence. Donc, voilà, on essaie de se mettre en dessus et de faire évoluer, d'où le nom Évolution Suisse, de faire évoluer quelque chose qui n'a pas évolué depuis, en tout cas, un siècle. La politique n'a pas vraiment avancé. On n'a pas de nouveautés, on n'a pas d'innovation, alors que plein de domaines ont évolué. On peut parler de l'informatique, on peut parler de l'aviation, on peut parler de la Formule 1, on peut parler de plein de domaines qui ont vraiment avancé de manière exceptionnelle. L'aviation, elle a des domaines de sécurité, elle s'est mise en place. C'est devenu le moyen de transport le plus sûr du monde. Et la politique, elle est toujours dans ses vieux travers. Ça s'est même empiré, puisque maintenant on a le vote par correspondance, on a des choses qui sont de moins en moins transparentes, on a des partis qui font des cartels quasiment, ils font des alliances et ça fait des cartels. Donc il y a un besoin d'évolution. Ça se remarque aussi avec une baisse de l'intérêt de la population dans les élections et même les votations. Une participation en Suisse vraiment de plus en plus basse, malgré toutes les facilités qui sont données pour voter. Donc il y a un véritable besoin de ce renouveau. Alors, vous parlez par exemple de la transparence. Est-ce que vous avez des idées concrètes, on va dire, pour effectivement l'imposer, puisque vous parlez de l'imposer, et c'est bien de ça qu'il s'agit? Alors, le fameux regard tiers, c'est sûr que pour qu'on puisse faire évoluer la politique, les Genevois doivent de nouveau s'impliquer dans la politique. Avoir des regards tiers sur beaucoup de choses, ça c'est je parlais d'aviation tout à l'heure, là on a énormément de transparence dans l'aviation, même quand il y a un incident, c'est-à-dire s'il n'y a même pas d'accident, même s'il n'y a pas de conséquences, eh bien tout de suite tout est mis à plat, il y a des boîtes noires, il y a plein de moyens de savoir exactement ce qui s'est passé, d'en tirer des conclusions, pas forcément de pointer le doigt vers une ou l'autre personne, mais d'en tirer des leçons. En aviation, on apprend chaque fois de ces leçons. On dit que les checklists en aviation, eh bien, elles sont écrites avec le sang, parce que chaque fois, il y a eu un accident qui fait que, eh bien, on a pu évoluer et puis se dire, ben, tiens, ça faudrait peut-être ajouter. Donc, c'est vraiment ça aussi, c'est d'avoir ces boîtes noires qui permettent vraiment de voir ce qui se passe, d'en pouvoir voir quand il y a des erreurs, comment elles ont été générées, comment ça s'est construit. C'est souvent plusieurs facteurs, c'est multifactoriel. Et ça doit nous permettre d'évoluer pour que finalement, eh bien, on soit dans quelque chose qui soit bien pour tout le monde. Alors, comment est-ce que, puisque vous parlez d'assemblée citoyenne, comment est-ce que les citoyens peuvent participer justement à cette transparence, puisque vous venez de dire qu'il est important qu'ils s'impliquent? Est-ce qu'il y a des moyens concrets par lesquels on pourrait peut-être les faire entrer dans des commissions, je ne sais pas, puisque vous organisez des assemblées citoyennes? Oui, alors c'est un mode exploratoire pour l'instant, puisque là, c'est des assemblées citoyennes spontanées. Je veux dire, il n'y a pas de mandat pour le faire. On a créé de manière spontanée des assemblées citoyennes autour du thème de protégeons nos enfants, qui est un vaste thème et qui en même temps est un thème urgent et puis important, parce que l'enfance, c'est quand même l'avenir et tout le monde peut avoir plusieurs vies, mais on n'a tous qu'une seule enfance. Donc voilà, ça me semblait être un thème prioritaire à traiter, mais ça a permis aussi de tester justement ces assemblées citoyennes.
c'est en travail, mais c'est pas que moi qui fais ça. Il y a eu plusieurs assemblées citoyennes qui ont été créées dans plusieurs pays. Donc on a maintenant un petit peu de recul, on a quelques années de recul là-dessus quand même, sur comment modérer ça. L'objectif d'une assemblée citoyenne, c'est quand même de sortir des documents. C'est ce qu'on a fait avec celle de Protégeons nos enfants, où on a sorti déjà une liste des dysfonctionnements, on a sorti différentes études qu'on a rassemblées, des études scientifiques qui permettent de voir le traumatisme qui est créé chez un enfant s'il est retiré de sa maman ou des choses comme ça. Donc on se donne vraiment des objectifs de pouvoir fournir des outils qui aident après à la décision. Et maintenant, on passe à la phase supérieure. On en a fait déjà plus de 17 de ces assemblées citoyennes. On passe à la phase suivante qui est de générer des solutions qui soient pragmatiques, qui soient réfléchies et qui permettent vraiment d'inspirer les décideurs à pouvoir mettre ces solutions en place, des solutions qui soient suffisamment consensuelles pour qu'on arrive rapidement à une majorité, cette fameuse majorité qu'il faut toujours avoir maintenant pour pouvoir mettre les choses en place. Est-ce que vous pensez pouvoir trouver, par exemple, des soutiens politiques avec d'autres partis ou conseillers dans ce type de dossier ou avec des documents présentés? Alors typiquement sur ce domaine, on fait un peu du lobbying depuis plus de 2 ans maintenant, et gentiment, eh bien, on a une oreille qui se tend. Disons, il faut mettre les dossiers sur la table, comme j'aime dire. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu imposer sa présence, et puis au bout d'un moment, eh bien, ça devient un peu une évidence, c'est quelque chose qui vient sur le dessus. Alors il ne faut pas le faire avec trop d'agressivité, il faut quand même suffisamment se faire voir, il faut surtout de la persévérance, de la bienveillance. C'est tous des domaines très complexes. Aujourd'hui, on est face à un Mikado où dès qu'on bouge un petit quelque chose, ça fait tout bouger. Donc, on résout un problème, on en crée un autre ailleurs. Donc, on est dans des domaines très complexes. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de cette intelligence collective, cette intelligence citoyenne. C'est qu'il faut anticiper tous ces problèmes qu'on peut créer et vraiment trouver des solutions qui soient durables, qui soient simples à mettre en œuvre et puis qui soient efficaces. Au niveau du canton et au niveau de vos idées, quels sont les points prioritaires en ce moment? Alors, je l'ai mis en haut de l'affiche, Oui. les enfants d'abord. On travaille dessus depuis 2 ans, mais depuis bien plus longtemps. J'ai fait beaucoup de reportages là-dessus aussi. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des études scientifiques qui ont été faites dans le cadre d'un programme national de recherche par rapport à des internements administratifs qui étaient faits jusque dans les années 80, et on voit qu'il y a encore énormément à faire. Donc là, vraiment, il faut ouvrir ce chantier. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, on est bien conscient, mais les longs chemins commencent devant notre porte, il faut faire ce premier pas. Le logement à Genève, c'est sûr que c'est une problématique. Les loyers n'arrêtent pas d'exploser pendant que les salaires, eux, ils continuent à stagner. Donc il y a une véritable problématique de perte de pouvoir d'achat et de possibilité vraiment de vivre dans une ville qu'on aime, de vivre à proximité aussi de son travail, de vivre à proximité de ses amis, de sa famille. Donc on a vraiment cette problématique du logement à Genève. Et là, c'est vrai que moi j'ai un brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, donc je connais bien le domaine. Et Genève, par sa taille, c'est un peu une ville laboratoire. C'est comme des cantons comme Bâle-Ville. C'est des petits cantons qui permettent d'être en avant sur tout le monde et puis d'amener non seulement des solutions pour Genève, mais des solutions qui peuvent servir après pour d'autres cantons. Parce que comme on a toutes ces contraintes, eh bien c'est très intéressant de réfléchir ici. Et là, il faut de nouveau s'asseoir avec tout le monde. On a le 28 septembre aussi la votation sur les coopératives d'habitation. Ça, c'est une vraie solution qui est appliquée beaucoup plus en Suisse allemande qu'à Genève. J'ai fait un reportage aussi à Genève sur la plus grande coopérative d'habitation. Et là, on voit qu'au moins, on ne paye que le coût effectif du logement. Donc là, on a déjà des pistes de solutions qui sont là. Je suis très actif aussi dans l'habitat léger. Ce n'est pas une solution pour tout le monde, c'est une solution pour une très petite minorité qui peut s'intéresser à ça, mais c'est ce que j'appelle les décroissants volontaires qui ont envie de décroître réellement, d'avoir moins d'espace, d'avoir moins de choses. Donc tout ça, c'est des pistes de solutions qu'on peut facilement mettre en œuvre parce qu'on est dans ce canton qui est dans la proximité. La troisième urgence, c'est l'innovation. Là, il faut identifier les problèmes et lancer un peu des concours pour pouvoir résoudre ces problèmes. Des concours au niveau genevois, mais au niveau national, au niveau même international. Il y a toute une intelligence citoyenne
qui peut se mettre à disposition. Et les gens adorent résoudre les problèmes. Hein. J'ai un puzzle ici, quand on le donne, mais les gens, on leur donne un problème, ils adorent se casser la tête dessus. Donc à nous de définir les problèmes, à nous de challenger, si je peux me permettre le terme français, les personnes, et puis à nous eh bien, de créer cette émulation autour d'un problème pour voir si on peut trouver des solutions. Ça se fait déjà de plus en plus, mais ça c'est vraiment quelque chose où en 2 ans, avec les 2 ans de mandat qui nous restent ici, parce qu'il y en a un qui part en milieu de mandat, eh bien en 2 ans, on peut mettre tout ça en place et on peut obtenir déjà des premiers résultats et de l'expérience, des pistes pour faire évoluer toute cette politique qui ne fait que stagner depuis trop longtemps. Le 28 septembre, il y aura aussi un autre vote très important, cette fois au niveau fédéral, mais c'est celui sur la question de l'EID, l'identité numérique. C'est une proposition que les Suisses ont déjà rejetée, mais que le gouvernement remet quand même encore sur la table. Voilà, quelle est votre position là-dessus? Alors, elle est assez claire. Je veux dire, c'est déjà on a déjà voté là-dessus. Ça a été clairement refusé. Et on nous remet une couche. C'est un petit peu comme les enfants qui insistent. Est-ce que je peux avoir un biscuit? Non. Est-ce que je peux avoir un biscuit? Voilà. Donc, on est déjà dans ce modèle politique qui n'est pas sain. Concrètement, hein, je veux dire, c'est classique en Suisse. Hein, quand on refuse quelque chose, 10 ans après, on nous remet le couvert et puis on essaie de nous forcer un petit peu la main. Donc, clairement, je veux dire, ça a déjà été refusé. Ça devrait de nouveau être refusé. Soyons consistants. On est un petit peu dans cette dynamique où on se fait un peu piéger à terme. Typiquement, si on parle par exemple de la téléphonie mobile, maintenant, ça devient très difficile de se passer de téléphonie mobile parce qu'on a supprimé toutes les cabines téléphoniques. Donc c'est ce qui va se passer demain aussi. Avec cette identité numérique, on va supprimer toutes les autres options. On dit non, mais c'est facultatif, c'est volontaire, tout ce qu'on veut. Mais on va supprimer toutes les autres options. Je le vois sur un autre canton qui est le canton de Vaud. On vous supprime par exemple la possibilité d'avoir un acte de non-poursuite. On vous supprime de l'avoir au guichet. Donc maintenant, il vous faut passer par Internet pour avoir ce genre de document. Et là, on est vraiment dans cette dérive. C'est une dérive pour moi. Pourquoi pas avoir la possibilité d'une identité électronique, mais l'imposer à tout le monde, pour moi, c'est non. En tout cas, c'est clair. Je vois effectivement sur votre site, je cite textuellement, l'importance des droits fondamentaux. Vous dites, des droits fondamentaux partent à l'eau, liberté économique, de mouvement, de réunion, d'expression, sont autant de droits noyés dans le déluge qui s'est abattu. Alors, qu'est-ce qui s'est abattu? Qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Si vous voulez bien revenir un petit peu là-dessus, selon vous. Alors, c'est sûr qu'il y a un déluge qui se met en place, c'est-à-dire que gentiment, on a retiré un petit peu tous les droits de participer vraiment à cette vie politique. Et ça devient de plus en plus flagrant. On l'a vu dernièrement, il y a eu un virus qui est apparu et on a vu ce qui s'est passé. Voilà, je crois que ça doit être vraiment un signal d'alarme de dire stop. Moi, je l'ai vu vraiment avec la téléphonie mobile où tout ça, ça s'est imposé sans un bruit. Sans un bruit. On a parlé de la 5G dernièrement. Déjà, la 5G maintenant est imposée quasiment partout. Mais il y avait la 4G avant, la 3G, la 2G. Et puis, tout ça, c'est arrivé sans un bruit. Et on sait très bien les effets délétères que ça a sur la santé, par exemple, sur les personnes. Et de nouveau, sur les personnes les plus sensibles, les enfants, les personnes âgées. Et tout ça, eh bien, ça passe sous silence. Et en fait, on se fait, excusez-moi du terme, enfiler ça sans débat. Pour la 5G, il n'y a jamais eu de débat, vraiment. Est-ce que vous avez confiance à ce stade encore dans le processus de vote, de la votation comme elle se passe en Suisse actuellement? J'ai confiance aux citoyens. Je crois que c'est eux qui peuvent faire vraiment la différence. Les Suisses, ils aiment la Suisse. Ils se rendent pas toujours compte comme ils se font mener en bateau. Le jour où ils s'en rendront compte, eh bien là, il risque d'y avoir un véritable réveil qui pourra reconstruire. Ce réveil, je le provoque un peu en me présentant, hein, typiquement, en appelant typiquement à la grève des abstentionnistes. C'est-à-dire que abstentionnistes, il y en a beaucoup en Suisse, mais pour une fois, faites la grève et allez voter. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et allons voter à l'urne, justement, parce que ça se fait de moins en moins. Hein. C'est 5 à maximum 10% des votes qui se font encore à l'urne. Ce vote par correspondance, on sait qu'il n'a aucune sécurité.
On sait qu'on peut tricher comme on veut. On l'a vu maintenant très concrètement à Vernier. Et là, à Vernier, qu'est-ce qui a révélé ça? C'est l'étude graphologique. Alors, il y avait des choses marquées à la main. Ça a permis de retrouver ça. Mais quand on met juste une croix, une étude graphologique, ça ne va plus suffire. Donc, on voit qu'on a des trous dans la sécurité. Et là, si on revient à l'aviation, eh bien, on vole à vue. Hein. On n'a aucune sécurité. Donc, c'est à nous de reconstruire ça. C'est à nous de créer la surprise en allant en masse à l'urne. Et pas seulement d'aller soi-même à l'urne, mais d'aller avec des amis. C'est-à-dire de pas seulement se remettre à voter en tant qu'abstentionniste, mais de convaincre d'autres personnes à aller voter, de choisir une liste ensemble pour que vraiment ça puisse faire la différence, qu'on puisse jouer dans cette cour des grands où finalement, ben voilà, aujourd'hui les partis c'est presque des religions. Hein. Les gens sont impossibles, ils sont rentrés en religion et on ne peut pas les convaincre de voter autrement. Ils votent comme on leur dise. On reçoit ça 3 semaines à l'avance en Suisse. 3 semaines à l'avance, c'est-à-dire que tous les scandales qui peuvent sortir pendant 3 semaines, ils seront ignorés parce que les gens, des fois, ils reçoivent l'enveloppe, ils votent tout de suite, ils envoient. Ça donne 3 semaines pour voir ce qu'il y a dedans, pour faire ce qu'on ne sait pas. Et puis, en même temps, eh bien, avant, on votait 1 jour, 2 jours maximum, pas 3 semaines à l'avance. Donc, cette confiance, elle est à reconstruire et ça, c'est à nous de le faire. Il n'y a personne qui le fera pour nous, hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une impression parfois des citoyens de se dire de toute façon les choses se décident au fédéral, on a l'impression que de plus en plus la compétence des cantons diminue, on va dire. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, il avait un terme qui disait « never give up », n'abandonnons jamais. J'ai envie de dire, construisons, ne lâchons pas, parce que c'est sûr, si on commence à se désespérer, eh bien, c'est qu'on a perdu. Mmh. Donc, c'est à nous, et je crois que c'est le bon moment. Il y a une belle opportunité. Typiquement, en Amérique, ils ont dit « Ah, mais il faut arrêter le vote par correspondance. On est le seul pays à faire du vote par correspondance, l'Amérique. » Non, il y a aussi la Suisse, justement. La France, c'est interdit depuis plus de 50 ans. En Italie, ils éclatent de rire quand ils entendent qu'on vote par correspondance en Suisse. Donc, je crois que on a la possibilité encore aujourd'hui d'aller voter à l'urne, alors faisons-le. Et ça en tient à nous, vraiment. C'est chaque Suisse et chaque Genevois qui doit dire maintenant, OK, maintenant, c'est le moment, on y va, on le fait ensemble. Il y a un autre projet, alors, dont on ne parle pas assez, je trouve, à Genève, c'est quand même, justement, qui est entre le fédéral et le cantonal, c'est quand même un grand projet, c'est l'extension du CERN. Donc c'est l'agrandissement du futur collisionneur circulaire, c'est quand même un projet on parle d'un tunnel de 91 km de long, 12 ans de travaux, 60 km de route à construire, 30 000 camions pour des millions de tonnes de gravats. Il y a quand même 400 chercheurs qui ont signé une tribune pour s'y opposer, donc on voit que bon, tout le monde, même au niveau scientifique, il y a quand même des grands points d'interrogation quant à la véritable utilité d'un projet aussi pharaonique. Quelle est votre position par rapport à ce projet et qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors moi, j'ai grandi au CERN, hein. Je suis né à Mérin. Voilà. Mon papa était ingénieur au CERN, donc j'ai passé pas mal de mon enfance aussi dans tous ces ordinateurs et toute cette découverte du CERN. Aujourd'hui, quelle en est l'utilité vraiment? On voit que ça va coûter des milliards, ça a déjà coûté, mais des milliards ce CERN. Hein. Et pour quel résultat? Le web. Si on doit créer le web, on n'a pas besoin du CERN, excusez-moi. Mais voilà. Alors bien sûr, la science aurait peut-être avancé grâce à ça, mais je crois qu'il y a d'autres priorités, que ça c'est quelque chose de nouveau qui va coûter des fortunes. Et qui va payer? C'est pas les chercheurs, c'est pas les gens qui travaillent là-bas. Non, ça va être un coût faramineux qui va être à la charge des enfants qui sont en train de naître maintenant. Donc, je crois qu'on a déjà des assez grands jouets. Il n'y a pas besoin de plus grands jouets encore. Et il y a vraiment d'autres priorités. Sans compter tous les risques environnementaux que ça peut créer. Hein. Oui, et puis il y a aussi tous les problèmes d'expropriation. Oui, voilà. Après, il y a tous les problèmes juridiques qui sont là autour. Donc, non, mais disons que, voyez, si on dit on veut faire une ligne de train, il y a aussi des problèmes d'expropriation, mais peut-être que là, on peut voir un intérêt collectif.
Là, aujourd'hui, c'est un intérêt purement pour quelques chercheurs pointus qui peut-être pourraient en profiter. Et est-ce que vraiment il nous faut un outil comme ça pour trouver les réponses? Je crois de nouveau, il faut récompenser l'innovation parce qu'il faut reprendre un pas en arrière pour dire, OK, qu'est-ce qu'on cherche et comment on peut le trouver? Est-ce que c'est vraiment l'outil qu'il nous faut pour ça? Parce que là, c'est un jouet qui est très très cher au niveau financier, mais au niveau aussi justement pour la population, que ce soit par leurs impôts ou que ce soit par leur terrain. Alors, Genève est aussi le siège d'organisations internationales comme la Croix-Rouge, l'OMS, même par exemple l'Alliance Gavi, qui est tout à fait privée, hein, pour l'Alliance pour la vaccination. Ces organisations, on le voit aujourd'hui, ont perdu la confiance de beaucoup de peuples et nations, puisque c'est dû au fait qu'il y a d'une part aucune opacité, puis on parle quand même aussi de corruption, on voit ce qui s'est passé aussi pendant le Covid, mais on a encore des accusations de harcèlement sexuel, de racisme, il y a beaucoup de scandales qui sont cachés, je pense. Alors, toutes ces organisations sont sur le territoire de Genève, mais elles bénéficient quand même d'une forme de souveraineté, on va dire. C'est un peu comme des mini-États, si j'ai bien compris. Et ça leur donne une forme d'impunité. Est-ce que ce ne serait pas le moment, pour la Suisse et pour le canton de Genève, de renégocier un petit peu le contrat avec ces organisations? Ces organisations internationales, c'est une chance et un malheur en même temps. Dans le sens, c'est un malheur, effectivement, quand on va lire les contrats qui lient, par exemple, Gavi et la Confédération, parce que c'est le Conseil fédéral qui fait directement le contrat, ils ont totale impunité. C'est quand même inquiétant. Et de nouveau, on a une transparence, parce qu'on peut trouver le contrat, mais personne n'est au courant. Donc voilà, on parle d'expropriation tout à l'heure. Est-ce que vraiment les terrains doivent être utilisés à ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces bureaux, dans ces États, dans l'État? Des endroits où la police ne peut même pas rentrer. Hein. Méfiez-vous si vous rentrez là-bas, parce que si vous arrive quelque chose, personne ne peut venir vous sauver. Hein. Donc, on est dans des situations qui sont en besoin d'évolution. C'est-à-dire que Genève a cette réputation internationale d'être la Genève internationale. Aujourd'hui, au Conseil d'État et même au Parlement, il n'y a pas cette conscience, cette volonté de négocier au niveau international. On a ça au niveau fédéral, on délègue un peu ça au niveau fédéral, mais je crois que Genève doit là un petit peu reprendre les rênes. Et puis, on a un véritable potentiel, justement, de créer une vision internationale. Typiquement, dans les négociations de paix, Genève devrait être beaucoup plus proactive dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin d'avoir une armée de fonctionnaires pour le faire. Il suffit d'avoir des bonnes idées, on a la bonne tribune pour le faire, et là, on a véritablement un potentiel à redévelopper, à repartir. L'ONU, ça fait déjà 5 ans qu'elle est en sourdine presque, hein, à bas régime, au ralenti. Toutes les ONG à l'ONU qui avaient accès à l'ONU, qui avaient plus ou moins voix au chapitre, bien que c'était un peu cause toujours, mais qui quand même avaient quand même la possibilité de travailler de manière internationale. Déjà, tout ça s'est fermé depuis 2020. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans cette continuation où on voit que ces organisations internationales, sous couvert de jolis slogans, des fois, c'est pas toujours ça qu'ils font derrière non plus. Donc, on doit aujourd'hui se réinventer et c'est vraiment le moment de le faire. Et c'est pour ça qu'il faut voter un petit peu différemment. Et puis, il faut cette implication de chaque Genevois dans cette réflexion de qu'est-ce qu'on veut pour Genève. J'ai une médaille d'or du bien public, il y a une colombe dessus. Je crois que cette médaille, il faut la faire briller. Alors, on n'a pas tellement parlé de vous, de votre parcours, mais vous avez commencé comme magicien, puis après vous êtes retrouvé, je pense, dans l'expertise immobilière. Aujourd'hui, vous faites de la politique. Parlez-nous un petit peu. Quel est le fil rouge, là? Non, le fil rouge, c'est l'humain. Hein. En spectacle, on a l'humain. Les gens venaient voir un magicien. Moi, je voyais plein de personnes en face de moi. J'ai vu des dizaines de milliers de personnes, beaucoup à Genève. J'avais un théâtre à Genève et c'est vrai que j'ai adoré ça. Voilà, j'ai arrêté la magie pour me tourner vers les miracles. J'aime à dire ça. Hein. La magie, je peux la faire tout seul. Hein. On peut faire des petits tours. Les miracles, c'est ensemble qu'on les fait. Les miracles, c'est vraiment ensemble qu'on les construit. Et je dis toujours, si on veut un miracle, il faut lui donner sa chance. Donc, c'est vraiment ce que je fais aussi. C'est la 3e fois que je me présente au Conseil d'État. C'est la 5e élection à laquelle je participe. Hein.
parce que chaque fois, c'est un nouvel apprentissage, chaque fois, on apprend plus, mais en même temps, eh bien, il faut lui donner sa chance et il faut vraiment s'investir pour le faire, il faut être un peu persévérant dans ce sens-là. Après, l'expertise immobilière, c'est très intéressant parce que, de nouveau, c'est l'humain. C'est à travers toutes les maisons, tous les bureaux, tout ce qui est immobilier, eh bien, derrière, il y a toujours des gens qui en souffrent ou qui en profitent, mais il y a toujours du monde. Et c'est cet humain qui nous relie, qui est toujours là. La politique, ben, finalement, c'est l'humain aussi. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les enfants, de pouvoir vraiment développer ce cadre pour les enfants qui soit fantastique. J'ai été président aussi d'une association, d'une école Montessori. Et là, on voit que voilà, on peut vraiment créer un cadre. On peut, si on donne les bons outils aux enfants, eh bien, ça devient des adultes fantastiques. Et à Genève, on a vraiment ce terreau où on a une grande diversité de cultures, de personnes, de possibilités qui nous permettent vraiment de créer des adultes qui soient souverains, qui soient fiers, qui soient heureux. Parce que ce qu'on oublie toujours quand même dans tout ça, c'est la joie. La joie, elle est pas dans les manuels. Ça, c'est vrai que c'est une bonne arme politique. C'est quoi le petit gadget là à côté de vous? Alors ça, c'est la grande version du petit Oui. gadget. Ah oui. C'est sûr que c'est intéressant parce que les gens ne se rappellent pas forcément de ma tête, mais se rappellent toujours de ce cube rouge. Hein. Je le prends toujours en interview avec moi. Toujours quand on veut une photo, eh bien je dis non, non, avec le cube. On essaye toujours d'avoir des photos sans le cube. Ça s'appelle un Space Cube. C'est 6 pièces qui sont toutes pareilles et en même temps, le tout est plus que la somme des parties. C'est un petit peu une image où on est tous pareils, hein, où on est tous des humains. Et en même temps, eh bien, si chacun trouve sa place, eh bien, on peut faire plus que d'être juste des individus. Et parallèlement, eh bien, je fais des stands avec ça. On s'amuse beaucoup. C'est de nouveau cette joie dont je parlais. C'est de trouver d'autres manières d'imaginer notre avenir que d'être juste dans les règlements, dans les lois, dans les choses très strictes, très carrées, qu'on aime bien en Suisse. Hein. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus tactile et beaucoup plus humain et où on voit beaucoup de rire et finalement, c'est du plaisir. Le plaisir de vivre, on l'a un petit peu perdu, même en Suisse. Et je crois que c'est le moment de le retrouver. Est-ce que vous avez encore un message de fin, voilà, à adresser à vos futurs votants et Non, c'est électeurs? vraiment ouais, les enfants d'abord. Donc, c'est vraiment un appel. Les enfants, ils ne peuvent pas voter. Donc voilà, pour une fois, allons voter pour eux. Et puis, allons voter en masse pour eux. Créons la différence. Montrons qu'on est là, qu'on n'en a pas juste rien à faire, mais que vraiment, on a une opportunité qui est pas tombée du ciel parce que c'est quelqu'un qui a démissionné pour toucher sa rente plus tôt. Donc, c'est tous des calculs politiques incroyables. Eh bien, profitons-en pour montrer que nous, on n'est pas juste des payeurs, mais on est là, on est vraiment les vrais décideurs. Le peuple est souverain et il faut que les Genevois s'en rappellent et le découvrent et en prennent acte. Un tout grand merci pour cet entretien, Olivier Merci. Paillu. Merci. Et voilà, je vous rappelle qu'on peut vous retrouver sur le site Évolution Suisse. Vous avez également une chaîne YouTube où on peut alors, j'ai publié beaucoup de reportages sur Big GVA, donc c'est le Grand Genève, BIG, GVA. J'ai fait pas mal de reportages, notamment sur la problématique des enfants, mais aussi sur les sociétés coopératives, sur différentes choses. Je suis un faiseur, hein. J'ai pas eu la médaille d'or du bien public pour rien, parce que je suis vraiment un faiseur. On est sur le terrain, on est avec les gens. C'est cet humain qui nous relie, cette grande vie qui nous anime. Big GVA et puis Essentiel News, puisqu'on a pas mal aussi publié, notamment par exemple sur l'EID. Donc voilà, pour le 28 septembre, il ne faudra pas oublier ça non plus. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. C'est important, ces médias complémentaires, de pouvoir apporter une information différente de ce qu'on peut entendre ailleurs. Et aujourd'hui, eh bien, grâce au CERN, grâce au web, on a cette possibilité, donc utilisons-la. Merci.